Chapitre 22. Méthode de pensée et de travail. L'histoire de l'humanité est un mouvement constant du règne de la nécessité vers le règne de la liberté. Le processus est sans fin. Dans une société où subsistent des classes, la lutte de classe ne saurait avoir de fin, et la lutte entre le nouveau et l'ancien, entre le vrai et le faux dans la société sans classe, se poursuivra indéfiniment. Dans les domaines de la lutte pour la production et de l'expérimentation scientifique, l'humanité ne cessera jamais de progresser et la nature de se développer. Jamais elles ne s'arrêteront à un certain niveau. Aussi, l'homme doit-il constamment faire le bilan de son expérience, découvrir, inventer, créer et progresser. Les points de vue inspirés par l'immobilisme, le pessimisme, le sentiment d'impuissance, l'orgueil et la présomption sont erronés. Et cela parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité historique du développement de la société humaine, depuis environ 1 million d'années, ni à la réalité historique de la nature portée jusqu'à présent à notre connaissance. Par exemple, la nature telle qu'elle est reflétée par l'histoire des corps célestes, de la terre, de la vie et des autres sciences de la nature. Les hommes se servent des sciences de la nature comme d'une arme dans leur lutte pour la liberté. En vue de conquérir leur liberté sur le plan social, ils se servent des sciences sociales pour comprendre la société, la transformer et entreprendre la révolution sociale. En vue de conquérir leur liberté dans la nature, ils se servent des sciences de la nature pour l'étudier, la dompter et la transformer, et obtiendront leur liberté de la nature même. La philosophie marxiste, le matérialisme dialectique, a deux particularités évidentes. La première, c'est son caractère de classe. Elle affirme ouvertement que le matérialisme dialectique sert le prolétariat. La seconde, c'est son caractère pratique. Elle met l'accent sur le fait que la théorie dépend de la pratique, que la théorie se fonde sur la pratique et, à son tour, sert la pratique. La philosophie marxiste estime que l'essentiel, ce n'est pas de comprendre les lois du monde objectif pour être en état de l'expliquer, mais c'est d'utiliser la connaissance de ces lois pour transformer activement le monde. D'où viennent les idées justes? Tombent-elles du ciel? Non. Sont-elles innées? Non. Elles ne peuvent venir que de la pratique sociale, de 3 sortes de pratiques sociales. La lutte pour la production, la lutte de classe et l'expérimentation scientifique. L'existence sociale des hommes détermine leur pensée, et les idées justes, qui sont le propre d'une classe d'avant-garde, deviennent, dès qu'elles pénètrent les masses, une force matérielle capable de transformer la société et le monde. Engagés dans des luttes diverses au cours de leur pratique sociale, les hommes acquièrent une riche expérience, qu'ils tirent de leur succès comme de leur revers. D'innombrables phénomènes du monde extérieur objectif sont reflétés dans le cerveau par le canal des 5 organes des sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ainsi se constitue, au début, la connaissance sensible. Quand ces données sensibles se sont suffisamment accumulées, il se produit un bond par lequel elles se transforment en connaissance rationnelle, c'est-à-dire en idées. C'est là un processus de la connaissance. C'est le premier degré du processus général de la connaissance, le degré du passage de la matière, qui est objective, à l'esprit, qui est subjectif, de l'être à la pensée. À ce degré, il n'est pas encore prouvé que l'esprit ou la pensée, donc les théories, la politique, les plans, les moyens d'action envisagés, reflètent correctement les lois du monde objectif. Il n'est pas encore possible de déterminer s'ils sont justes ou non. Vient ensuite le second degré du processus de la connaissance, le degré du passage de l'esprit à la matière, de la pensée à l'être. Il s'agit alors d'appliquer dans la pratique sociale la connaissance acquise au cours du premier degré, pour voir si ces théories, politiques, plans, moyens d'action, etc., produisent les résultats attendus. En général, est juste ce qui réussit, est faux ce qui échoue. Cela est vrai surtout de la lutte des hommes contre la nature. Dans la lutte sociale, les forces qui représentent la classe d'avant-garde
subissent parfois des revers, non qu'elles aient des idées fausses, mais parce que, dans le rapport des forces qui s'affrontent, elles sont temporairement moins puissantes que les forces de la réaction. De là viennent leurs échecs provisoires, mais elles finissent toujours par triompher. En passant par le creuset de la pratique, la connaissance humaine fait donc un autre bond, d'une plus grande signification encore que le précédent. Seul, en effet, ce bond permet d'éprouver la valeur du premier, c'est-à-dire de s'assurer si les idées, théories, politiques, plans, moyens d'action, etc., élaborés au cours du processus de réflexion du monde objectif, sont justes ou faux. Il n'y a pas d'autre moyen de faire l'épreuve de la vérité. Pour que s'achève le mouvement qui conduit à une connaissance juste, il faut souvent maintes répétitions du processus consistant à passer de la matière à l'esprit, puis de l'esprit à la matière, c'est-à-dire de la pratique à la connaissance, puis de la connaissance à la pratique. Telle est la théorie marxiste de la connaissance, la théorie matérialiste dialectique de la connaissance. Quiconque veut connaître un phénomène ne peut y arriver sans se mettre en contact avec lui, c'est-à-dire sans vivre, se livrer à la pratique, dans le milieu même de ce phénomène. Si l'on veut acquérir des connaissances, il faut prendre part à la pratique qui transforme la réalité. Si l'on veut connaître le goût d'une poire, il faut la transformer, en la goûtant. Si l'on veut connaître la théorie et les méthodes de la révolution, il faut prendre part à la révolution. Toutes les connaissances authentiques sont issues de l'expérience immédiate. La connaissance commence avec la pratique. Quand on a acquis par la pratique des connaissances théoriques, on doit encore retourner à la pratique. Le rôle actif de la connaissance ne s'exprime pas seulement dans le bond actif de la connaissance sensible à la connaissance rationnelle, mais encore, ce qui est plus important, il doit s'exprimer dans le bond de la connaissance rationnelle à la pratique révolutionnaire. Personne n'ignore que, quelle que soit la chose qu'on entreprenne, on ne peut connaître les lois qui la régissent. On ne sait comment la réaliser et on ne peut la mener à bien que si l'on en comprend les conditions, le caractère et les rapports avec les autres choses. Si l'on veut obtenir des succès dans son travail, c'est-à-dire arriver au résultat attendu, on doit faire en sorte que ces idées correspondent aux lois du monde extérieur objectif. Si tel n'est pas le cas, on échoue dans la pratique. Après avoir subi un échec, on en tire la leçon, on modifie ses idées de façon à les faire correspondre aux lois du monde extérieur, et on peut ainsi transformer l'échec en succès. C'est ce qu'expriment les maximes « la défaite est la mère du succès » et « chaque insuccès nous rend plus avisés ». Nous sommes des marxistes et le marxisme nous enseigne que, pour aborder un problème, il faut partir non des définitions abstraites, mais des faits objectifs, et déterminer au moyen de l'analyse de ces faits notre orientation, notre politique, nos méthodes. La méthode de travail fondamentale, qui doit être ancrée dans l'esprit de tout communiste, c'est de déterminer la ligne à suivre d'après les conditions réelles. L'examen des erreurs commises montre qu'elles sont toutes dues au fait que nous nous sommes écartés de la réalité à un moment et en un lieu donné, et que nous avons déterminé de façon subjective la ligne à suivre pour notre travail. Rien de plus commode au monde que l'attitude idéaliste et métaphysique, car elle permet de débiter n'importe quoi, sans tenir compte de la réalité objective et sans se soumettre au contrôle de celle-ci. Au contraire, le matérialisme et la dialectique exigent des efforts. Ils veulent que l'on parte de la réalité objective, que l'on se soumette à son contrôle. Si l'on ne fait pas d'efforts, on risque de glisser dans l'idéalisme et la métaphysique. Nous devons saisir chaque chose dans sa substance même et ne considérer les manifestations extérieures que comme un chemin menant à la porte dont il faut franchir le seuil pour pénétrer vraiment la substance de cette chose. C'est là la seule méthode d'analyse qui soit sûre et scientifique. La cause fondamentale du développement des choses et des phénomènes n'est pas externe, mais interne. Elle se trouve dans les contradictions internes des choses et des phénomènes eux-mêmes. Toute chose, tout phénomène implique ces contradictions d'où procède son mouvement et son développement. Ces contradictions, inhérentes aux choses et aux phénomènes,
sont la cause fondamentale de leur développement, alors que leur liaison mutuelle et leur action réciproque ne constituent que les causes secondes. La dialectique matérialiste considère que les causes externes constituent la condition des changements, que les causes internes en sont la base, et que les causes externes opèrent par l'intermédiaire des causes internes. L'œuf qui a reçu une quantité appropriée de chaleur se transforme en poussin, mais la chaleur ne peut transformer une pierre en poussin, car leurs bases sont différentes. La philosophie marxiste considère que la loi de l'unité des contraires est la loi fondamentale de l'univers. Cette loi agit universellement aussi bien dans la nature que dans la société humaine et dans la pensée des hommes. Entre les aspects opposés de la contradiction, il y a à la fois unité et lutte. C'est cela même qui pousse les choses et les phénomènes à se mouvoir et à changer. L'existence des contradictions est universelle, mais elle revêt un caractère différent selon le caractère des choses et des phénomènes. Pour chaque chose ou phénomène concret, l'unité des contraires est conditionnée, passagère, transitoire, et, pour cette raison, relative, alors que la lutte des contraires est absolue. La méthode analytique, c'est la méthode dialectique. Par analyse, on entend l'analyse des contradictions inhérentes aux choses et aux phénomènes. Sans bien connaître la réalité de la vie, sans comprendre véritablement les contradictions dont il s'agit, il est impossible de faire une analyse judicieuse. L'analyse concrète d'une situation concrète, a dit Lénine, est la substance même, l'âme vivante du marxisme. Beaucoup de nos camarades, à qui l'esprit analytique fait défaut, ne cherchent pas à analyser et à étudier les questions complexes, de façon répétée et approfondie, mais préfèrent tirer des conclusions simplistes, absolument affirmatives ou absolument négatives. Il faut désormais remédier à cet état de choses. La façon dont certains camarades envisagent les choses n'est pas juste. Ils ne considèrent pas ce qui est essentiel, dominant, et insistent sur des questions non essentielles, secondaires. Je ne dis pas que celles-ci doivent être négligées. Il faut les résoudre une à une. Mais nous ne devons pas les confondre avec ce qui est essentiel, dominant, sous peine de perdre notre orientation. En ce monde, les choses sont complexes et beaucoup de facteurs les déterminent. Il nous faut examiner un problème sous ses différents aspects et non sous un seul. Seuls les gens qui ont une vue subjective, unilatérale et superficielle des problèmes se mêlent de donner présomptueusement des ordres ou des instructions dès qu'ils arrivent dans un endroit nouveau, sans s'informer de l'état de la situation, sans chercher à voir les choses dans leur ensemble, leur histoire et leur état présent considérés comme un tout, ni à en pénétrer l'essence même, leur caractère et leur liaison interne. Il est inévitable que de tels gens trébuchent. Dans l'étude d'une question, il faut se garder d'être subjectif, d'en faire un examen unilatéral et d'être superficiel. Être subjectif, c'est ne pas savoir envisager une question objectivement, c'est-à-dire d'un point de vue matérialiste. J'en ai déjà parlé dans De la pratique. L'examen unilatéral consiste à ne pas savoir envisager les questions sous tous leurs aspects, ou encore à voir la partie et non le tout, à voir les arbres et non la forêt. Si l'on procède ainsi, il est impossible de trouver la méthode pour résoudre les contradictions, impossible de s'acquitter des tâches de la révolution, impossible de mener à bien le travail qu'on fait, impossible de développer correctement la lutte idéologique dans le parti. Quand Sun Tzu, traitant de l'art militaire, disait « Connais ton adversaire et connais-toi toi-même, et tu pourras sans risque livrer sans bataille ». Il parlait des deux parties belligérantes. Wei Cheng, sous la dynastie des Tang, comprenait lui aussi l'erreur d'un examen unilatéral lorsqu'il disait « Qui écoute les deux côtés aura l'esprit éclairé. Qui n'écoute qu'un côté restera dans les ténèbres. » Mais nos camarades voient souvent les problèmes d'une manière unilatérale, et, de ce fait, il leur arrive souvent d'avoir des anicroches. Lénine dit « Pour connaître réellement un objet, il faut embrasser et étudier tous ses aspects, toutes ses liaisons et médiations. Nous n'y arriverons jamais intégralement, mais la nécessité de considérer tous les aspects
nous garde des erreurs et de l'engourdissement. Nous devons retenir ces paroles. Être superficiel, c'est ne pas tenir compte des particularités de la contradiction dans son ensemble, ni des particularités de chacun de ses aspects, nier la nécessité d'aller au fond des choses et d'étudier minutieusement les particularités de la contradiction, se contenter de regarder de loin et, après une observation approximative de quelques traits superficiels de la contradiction, essayer immédiatement de la résoudre, de répondre à une question, de trancher un différend, de régler une affaire, de diriger une opération militaire. Une telle manière de procéder entraîne toujours des conséquences fâcheuses. Envisager les choses d'une manière unilatérale et superficielle, c'est encore du subjectivisme, car, dans leur être objectif, les choses sont en fait liées les unes aux autres et possèdent des lois internes. Or, il est des gens qui, au lieu de refléter les choses telles qu'elles sont, les considèrent d'une manière unilatérale ou superficielle, sans connaître leur liaison mutuelle ni leurs lois internes. Une telle méthode est donc subjective. Regarder un seul côté des choses, c'est penser dans l'absolu, c'est envisager les problèmes métaphysiquement. Quand il s'agit d'apprécier notre travail, c'est faire preuve d'une vue unilatérale que de l'approuver entièrement comme de le condamner en bloc. Tout approuver, c'est voir seulement le bon côté et non le mauvais. C'est admettre seulement les louanges et non les critiques. Prétendre que tout va bien dans notre travail ne correspond pas à la réalité. En effet, tout ne marche pas à souhait, et il existe encore des insuffisances et des erreurs. Mais que tout aille mal ne correspond pas non plus à la réalité. Une analyse est donc nécessaire. Tout condamner, c'est considérer, sans esprit d'analyse, que tout est mal fait, que rien ne mérite d'être loué dans une œuvre aussi grandiose que l'édification socialiste, dans cette grande lutte menée par plusieurs centaines de millions d'hommes, et que tout n'y serait que gâchis. Il ne faut certes pas confondre les nombreux partisans de ces vues avec les éléments hostiles au régime socialiste. Néanmoins, leurs vues sont tout à fait fausses et extrêmement nuisibles. Elles ne peuvent que nous décourager. Pour juger notre travail, l'approbation exclusive est aussi fausse que la négation exclusive. En examinant une question, le marxiste doit voir le tout aussi bien que les parties. Une grenouille, dans un puits, disait que le ciel n'est pas plus grand que la bouche du puits. Cela est inexact, puisque le ciel n'est pas limité aux dimensions de la bouche du puits. Si elle avait dit une partie du ciel est de la dimension de la bouche du puits, elle aurait dit vrai, parce que cela est conforme à la réalité. Nous devons apprendre à examiner les questions sous tous leurs aspects, à voir non seulement la face, mais aussi le revers des choses et des phénomènes. Dans des conditions déterminées, quelque chose de mauvais peut produire de bons résultats, et, à son tour, quelque chose de bon peut en produire de mauvais. Tout en reconnaissant que dans le cours général du développement historique, le matériel détermine le spirituel, l'être social détermine la conscience sociale, nous reconnaissons et devons reconnaître l'action en retour du spirituel sur le matériel, de la conscience sociale sur l'être social, de la superstructure sur la base économique. Ce faisant, nous ne contredisons pas le matérialisme, mais, évitant de tomber dans le matérialisme mécaniste, nous nous en tenons fermement au matérialisme dialectique. Ceux qui dirigent la guerre ne peuvent s'attendre à remporter la victoire en sortant du cadre défini par les conditions objectives, mais ils peuvent et ils doivent s'efforcer de remporter la victoire par leur action consciente, dans ce cadre même. La scène où se déroulent leurs activités est bâtie sur ce qui est permis par les conditions objectives, mais ils peuvent, sur cette scène, conduire des actions magnifiques d'une grandeur épique. Les idées des hommes doivent s'adapter aux changements de circonstances. Bien entendu, nul ne doit donner libre cours à des idées sans fondement, élaborer des plans d'action qui aillent au-delà des conditions objectives, et tenter d'entreprendre malgré tout ce qui est en fait impossible. Mais le problème qui se pose aujourd'hui est toujours celui de l'action néfaste des idées conservatrices de droite qui, dans de nombreux domaines, empêchent d'adapter le travail au développement des conditions objectives.
Actuellement, le problème est que beaucoup de gens jugent impossible d'accomplir ce qui pourrait être accompli au prix de certains efforts. Nous devons toujours utiliser notre cerveau et bien réfléchir à chaque chose. Un dicton affirme: un froncement de sourcils et un stratagème vient à l'esprit. En d'autres termes, mûre réflexion engendre sagesse. Pour nous débarrasser de la pratique, répandue dans notre parti, d'agir à l'aveuglette, nous devons encourager nos camarades à réfléchir, à apprendre la méthode de l'analyse et à en cultiver l'habitude. Si un processus comporte plusieurs contradictions, il y en a nécessairement une qui est la principale et qui joue le rôle dirigeant, déterminant, alors que les autres n'occupent qu'une position secondaire, subordonnée. Par conséquent, dans l'étude de tout processus complexe où il existe deux contradictions ou davantage, nous devons nous efforcer de trouver la contradiction principale. Lorsque celle-ci est trouvée, tous les problèmes se résolvent aisément. Des deux aspects contradictoires, l'un est nécessairement principal, l'autre secondaire. Le principal, c'est celui qui joue le rôle dominant dans la contradiction. Le caractère des choses et des phénomènes est surtout déterminé par cet aspect principal de la contradiction, lequel occupe la position dominante. Mais cette situation n'est pas statique. L'aspect principal et l'aspect secondaire de la contradiction se convertissent l'un en l'autre et le caractère des phénomènes change en conséquence. Il ne suffit pas de fixer les tâches, il faut encore résoudre le problème des méthodes qui permettent de les accomplir. Supposons que notre tâche soit de traverser une rivière. Nous n'y arriverons pas si nous n'avons ni pont ni bateau. Tant que la question du pont ou du bateau n'est pas résolue, à quoi bon parler de traverser la rivière? Tant que la question des méthodes n'est pas résolue, discourir sur les tâches n'est que bavardage inutile. Si on ne lance pas un appel général, il est impossible de mobiliser les larges masses pour l'accomplissement de quelque tâche que ce soit. Mais si les dirigeants se bornent à cet appel général, s'ils ne s'occupent pas personnellement, de façon concrète et approfondie, dans certaines des organisations, de l'exécution du travail pour lequel ils ont lancé l'appel, en sorte que, ayant obtenu un premier succès, ils puissent, grâce à l'expérience acquise, orienter le travail dans les autres secteurs qu'ils dirigent, ils ne seront pas à même de vérifier si l'appel général est juste, ni d'enrichir son contenu, et alors cet appel général risquera de n'aboutir à rien. Aucun dirigeant ne peut assumer la direction générale des unités qui lui sont confiées s'il n'acquiert pas l'expérience pratique du travail dans quelques-unes des unités qui lui sont subordonnées, avec certaines personnes et sur des questions déterminées. Il faut populariser largement cette méthode afin que les cadres dirigeants à tous les échelons sachent l'appliquer. Dans une région, il ne saurait y avoir en même temps plusieurs tâches centrales. Pendant une période donnée, il ne peut y en avoir qu'une, à laquelle s'ajoutent d'autres de deuxième ou de troisième ordre. C'est pourquoi le principal responsable d'une région doit, en tenant compte de l'histoire et des circonstances de la lutte dans cette région, accorder à chacune des tâches la place qui lui revient, et ne pas agir sans aucun plan, en passant d'une tâche à l'autre au fur et à mesure que les instructions lui parviennent, car cela donnerait lieu à autant de tâches centrales, et aboutirait à la confusion et au désordre. Les instances supérieures, pour leur part, ne doivent pas assigner aux services subordonnés beaucoup de tâches à la fois, sans les classer selon leur degré d'importance et d'urgence, et sans spécifier laquelle est la tâche centrale. Car cela désorganiserait le travail des instances inférieures et les empêcherait d'obtenir les résultats prévus. Un dirigeant doit, conformément aux conditions historiques et aux circonstances existant dans une région donnée, considérer la situation dans son ensemble, prendre une décision correcte concernant le centre de gravité et l'agencement du travail pour une période déterminée, puis appliquer fermement la décision prise et faire en sorte que soient obtenus des résultats certains. Voilà l'une des méthodes dans l'art de diriger. Il faut se mettre constamment au courant de la marche du travail, échanger les expériences et corriger les erreurs. Il ne faut pas attendre plusieurs mois, un semestre ou une année pour faire, dans des réunions récapitulatives, la somme des erreurs
et procéder à une rectification générale. L'attente entraînerait de graves préjudices, alors qu'on en subit moins si les erreurs sont corrigées au fur et à mesure qu'elles surgissent. N'attendez pas, pour les résoudre, que les problèmes s'accumulent et donnent lieu à de multiples complications. Les dirigeants doivent prendre la tête du mouvement et non pas rester à la traîne. Ce qu'il nous faut, c'est un état d'esprit enthousiaste mais calme, et une activité intense mais bien ordonnée.